Le 10 octobre 2025, un verrou hydraulique tombe au Sahel et tout bascule. En moins de 24 heures, la fermeture provoque une baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau dans plusieurs zones clés, révélant une dépendance longtemps masquée. Que signifie ce choc pour les foyers, les campagnes et l'État, selon Ibrahim Traoré, quand l'eau devient l'axe d'un bras de fer global ? Un pays teste ses limites, sous le regard du monde. La fermeture de la rivière Sahel n'est pas un fait divers hydraulique, c'est un test de souveraineté en conditions réelles. En quelques heures, un pays découvre que l'eau n'est pas seulement une ressource, c'est une infrastructure, un marché, une chaîne de décision et une promesse implicite faite à chaque foyer. Cette séquence propose une lecture claire, sans slogan, pour comprendre ce que cette rupture change réellement, comment elle reconfigure les dépendances et pourquoi ces répliques dépassent largement la question des robinets. L'objectif est simple, vous donner une grille concrète pour relier 3 niveaux, le geste politique, la mécanique technique et les effets économiques. Ce cadre permet d'évaluer ce que le Burkina Faso peut gagner en contrôle effectif et ce qu'il risque de perdre en stabilité sociale, financière et diplomatique. Mais voici le point de tension. Si l'eau devient l'axe d'un bras de fer global, qui paie le prix de chaque journée d'incertitude ? En moins de 24 heures, les premières données font apparaître une baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau dans plusieurs zones clés. Ce seul chiffre suffit à signaler que la fermeture n'a pas seulement ralenti un flux, elle a révélé une dépendance plus profonde que prévu. Pour comprendre pourquoi la perturbation est si rapide, il faut revenir au cadre silencieux qui précédait le 10 octobre 2025. Depuis plus de 70 ans, la gestion des infrastructures hydrauliques majeures reposait sur des entreprises étrangères. Cela ne signifiait pas uniquement des contrats de maintenance, cela impliquait aussi des flux de données, des procédures d'arbitrage et une chaîne de décision partiellement délocalisée. Le résultat, en apparence, était une stabilité opérationnelle. Le prix, moins visible, était une souveraineté fonctionnelle limitée. L'État possédait l'infrastructure, mais ne maîtrisait pas entièrement son pilotage. La décision annoncée ce jour-là rompt ce compromis. En ordonnant la fermeture, Ibrahim Traoré ne suspend pas seulement un accès à l'eau, il interrompt un circuit de contrôle, de maintenance et de coordination qui liait le Burkina Faso à des acteurs extérieurs. Dès lors, le choc n'est plus un accident technique. Il devient la conséquence logique d'un système conçu pour fonctionner sans alternative locale immédiate. C'est ici que la crise change d'échelle. Quand l'approvisionnement chute, les effets ne s'arrêtent pas au point de distribution. Certaines données météorologiques, des prévisions agricoles et des coordinations logistiques se grippent, c'est qu'enfin. Le problème n'est pas uniquement la quantité d'eau disponible, c'est la capacité à anticiper, planifier et répondre lorsque les instruments d'analyse et de gestion cessent de circuler. La vulnérabilité apparaît non comme une surprise, mais comme une structure. Pourtant, cette fragilité mise à nu ouvre aussi un espace inédit. En exposant les points de dépendance, la fermeture force un diagnostic que des années d'externalisation avaient repoussé. Elle transforme une idée abstraite, la souveraineté, en une liste de tâches concrètes. Compétences à reconstruire, données à récupérer, procédures à réinventer, responsabilités à redistribuer. La question devient alors précise. Ce dévoilement brutal est-il le passage obligé vers un contrôle durable ou un risque pris sans filet ? Dans les jours qui suivent la fermeture, la crise cesse d'être une affaire de communiqués et de chiffres. Elle prend un visage, puis plusieurs. À Ouagadougou, dans la zone de Tanguin, ce sont d'abord des gestes ordinaires qui racontent l'onde de choc. Des habitants se regroupent autour des points d'eau encore fonctionnels, observent les fils, puis décident d'organiser. Des comités informels apparaissent, sans mandat officiel, mais avec une logique simple. Fixer des horaires, prioriser les familles les plus exposées, éviter la ruée et l'affrontement. L'objectif n'est pas de contester l'État, c'est de combler un vide opérationnel immédiat. Cette auto-organisation urbaine agit comme un amortisseur. Elle réduit les tensions locales, canalise l'anxiété et transforme une pénurie potentielle en gestion provisoire. Elle révèle aussi un fait souvent sous-estimé,
Lorsqu'un système central vacille, la stabilité ne dépend pas seulement des infrastructures, mais de la capacité sociale à produire des règles rapides et acceptées. En milieu rural, le récit bascule vers un autre type de résilience. Près de Kongoussi, des producteurs réactivent d'anciens canaux d'irrigation laissés à l'abandon. Ces dispositifs sont moins performants mais plus autonomes. Ils ne compensent pas la perte, mais ils évitent une rupture totale de la production. Là encore, ce n'est pas une innovation spectaculaire. C'est un retour à des solutions locales adaptées, réhabilitées sous contrainte. Ces scènes dessinent un personnage collectif, une population qui ne se contente pas d'attendre des réponses venues d'en haut. La décision associée à Ibrahim Traoré devient indirectement un révélateur de capacité latente, autant qu'un révélateur de fragilité. La question qui s'impose est alors nette. Cette mobilisation précoce peut-elle dépasser l'urgence et devenir une architecture durable plutôt qu'un simple réflexe de survie ? Avant l'aube, la gestion de l'eau relevait d'un ordre ancien, continu, centralisé, stable en apparence, dépendant en profondeur. Après l'aube du 10 octobre 2025, ce même ordre est interrompu et le pays entre dans une séquence accélérée où chaque minute pèse davantage qu'un discours. Tout commence par une prise de contrôle nette. À 6h12, des techniciens burkinabés prennent le contrôle des principales stations hydrauliques de la rivière Sahel, escortés par des unités militaires. Le geste est opérationnel, visible et difficilement réversible à court terme. Dans la foulée, la chaîne de coordination qui liait infrastructure, données et décisions commence à se fissurer. On attendait une transition technique, on observe une rupture de continuité. Le premier verrou qui cède n'est pas l'eau elle-même, mais l'architecture de pilotage. Des flux d'informations météo, jusque-là gérés par des entreprises européennes, cessent de fonctionner. Ce détail change l'équation. Sans données fiables et continues, l'anticipation devient plus fragile, la planification plus risquée, et la marge d'erreur s'élargit. L'événement cesse d'être une simple fermeture. Il devient une crise de gouvernance des signaux. Puis vient l'instant où l'opération bascule dans l'espace public. À 8h30, la confirmation officielle intervient, Ibrahim Traoré valide l'opération et la décision devient un message politique adressé simultanément à l'intérieur et à l'extérieur. Dès ce moment, la scène n'est plus seulement burkinabé, elle se mondialise. Des voix occidentales évoquent des sanctions économiques, la suspension de prêts et une pression accrue sur les circuits financiers. Le mot sabotage circule dans certains commentaires, non comme preuve, mais comme cadrage. Le pays se retrouve au centre d'une confrontation de récits. Geste imprudent ou geste nécessaire, rupture dangereuse ou reprise de contrôle légitime. À l'intérieur, l'ambivalence s'installe presque immédiatement. Un soutien populaire se manifeste, porté par l'idée de réappropriation. Mais l'adhésion symbolique cohabite avec l'inquiétude pratique. Les réseaux d'approvisionnement, habitués à des routines sécurisées, doivent improviser. Les administrations sont sommées de rassurer tout en réorganisant. Les marchés, eux, n'attendent pas. Ils réagissent à l'incertitude avant les explications. La décision devient un test de capacité, pas seulement une affirmation. Ensuite, les répliques s'étendent. Dans les jours suivants, deux mouvements se développent en parallèle. D'un côté, les perturbations s'élargissent. L'eau manque davantage dans certaines zones, les prix se tendent, la nervosité augmente à mesure que les acteurs économiques évaluent le risque d'isolement. De l'autre, la société s'organise, des comités locaux émergent, des quartiers rationnent, des campagnes réhabilitent des canaux et des solutions provisoires se multiplient. Cette auto-organisation agit comme un tampon, mais elle ne remplace pas une architecture nationale stable. La séquence ressemble alors à un basculement en 3 temps. D'abord la prise de contrôle, qui coupe un circuit plus large que l'eau, ensuite la confirmation politique, qui transforme une opération en symbole. Enfin la propagation des effets, qui déplace la crise des infrastructures vers la vie quotidienne, puis vers la diplomatie et l'économie. La question n'est plus de savoir si le geste a eu un impact. Elle devient plus exigeante. Le Burkina Faso peut-il transformer une rupture brutale en trajectoire maîtrisée sans perdre l'essentiel en route ? Avant la fermeture, l'approvisionnement en eau reposait sur un flux continu et centralisé. Après, il devient fragmenté, instable et soumis à des arbitrages locaux. Cette bascule
n'est pas seulement perceptible, elle se mesure même avec des données imparfaites, car certains indicateurs dessinent une rupture nette entre un système piloté de l'extérieur et un système repris en main dans l'urgence. Le premier repère chiffré qui s'impose est une baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau dans plusieurs zones clés observées en moins de 24 heures. Ce recul signifie qu'une part importante des volumes habituels n'atteint plus les usagers. Cette baisse oblige à choisir entre usages concurrents chaque jour. Au-delà de la pénurie immédiate, ce chiffre agit comme un révélateur. Il expose la profondeur de la dépendance aux infrastructures et aux procédures de contrôle externalisées. Un modèle capable de fournir sans rupture tant que le pilotage reste extérieur montre ses limites dès que ce pilotage s'interrompt. Le nombre ne dit pas tout, mais il fixe un ordre de grandeur. La transition n'est pas marginale, elle est structurelle. Il rappelle aussi qu'une souveraineté déclarée ne se confond pas avec une souveraineté opérationnelle, surtout lorsqu'une ressource vitale dépend d'une chaîne technique, de données et d'arbitrage. Un second repère concerne l'économie quotidienne. Une hausse d'environ 20% du prix du carburant dans les jours suivant la décision. Cette hausse renchérit le transport, la production et le coût urbain. L'augmentation agit comme un multiplicateur de crise. Lorsque l'eau devient rare et l'énergie plus chère, chaque activité dépendante de la logistique subit un effet en cascade. Les marchés répercutent l'incertitude, plus vite que les administrations ne peuvent la corriger. Même si la hausse ne se traduit pas uniformément partout, elle signale une fragilité. La stabilité des prix dépend elle aussi de flux continus, d'accès au financement et de confiance. En période de tension diplomatique, l'économie réagit à la possibilité d'un isolement autant qu'à la réalité d'une rupture matérielle. Ainsi, la crise hydrique devient en même temps une crise de coûts et de coordination. Un troisième repère, plus long mais décisif, est la durée de plus de 70 ans pendant laquelle la gestion hydraulique a été confiée à des entreprises étrangères. Cette durée explique l'absence d'alternatives immédiatement opérationnelles. Elle éclaire pourquoi l'ajustement est abrupt et coûteux. Une organisation façonnée sur plusieurs décennies accumule des routines, des compétences et des données hors du périmètre national. Quand la chaîne se rompt, le vide est moins politique que technique. Il faut reconstruire des procédures, relancer des systèmes de prévision et reformer des équipes capables d'anticiper plutôt que de subir. Ce contexte ne justifie pas la douleur du court terme, mais il aide à comprendre pourquoi le choc semble disproportionné. On ne remplace pas une architecture ancienne par un simple décret. Pris ensemble, ces trois repères encadrent le débat sans le trancher. La décision validée par Ibrahim Traoré déclenche une perte mesurable à court terme tout en rendant visibles des dépendances longtemps invisibles. Les chiffres ne disent pas si le geste était moralement juste ou politiquement prudent. Ils montrent que la souveraineté revendiquée a un coût immédiat et qu'elle exige une capacité à reconstruire, pas seulement à rompre. La question devient alors strictement opérationnelle. Comment réduire ces écarts sans recréer une dépendance équivalente sous une autre forme? La fermeture de la rivière Sahel a cristallisé un clivage net, et il serait trop simple de traiter l'un des camps comme irrationnel. Les arguments opposés sont cohérents. Ils deviennent fragiles seulement lorsqu'ils prétendent épuiser la réalité. D'un côté, certains observateurs y voient un risque excessif. Pour de nombreux analystes internationaux, la décision validée par Ibrahim Traoré ressemble à une prise de risque disproportionnée. Leur logique est linéaire. Couper un flux vital sans solution technique, entièrement opérationnelle, produit un choc immédiat, puis une contraction. La baisse rapide de l'eau disponible crée une pression sur les ménages, mais aussi sur l'administration, contrainte d'arbitrer dans l'urgence. La hausse du carburant renchérit le transport, fragilise les entreprises dépendantes des flux réguliers et alimente une inflation difficile à contenir. À cela s'ajoute le risque diplomatique, sanctions, suspension de prêts, durcissement des circuits financiers. Dans ce cadre, l'argument est simple. La souveraineté proclamée pourrait coûter plus qu'elle ne rapporte, au moins à moyen terme, si l'exécution technique et budgétaire ne suit pas. De l'autre, une partie de la société burkinabé et plusieurs acteurs africains défendent l'idée que la rupture était inévitable. Leur raisonnement tient en une phrase: un système contrôlé de l'extérieur ne peut pas produire une autonomie durable.
Dans cette perspective, les coûts immédiats ne sont pas niés. Ils sont interprétés comme le prix d'un basculement. Les comités urbains et les canaux ruraux réactivés sont alors invoqués comme signaux de résilience. La société s'organise, l'apprentissage collectif démarre et des capacités longtemps marginalisées réapparaissent sous contrainte. L'argument est que rester dans l'ordre ancien aurait prolongé une dépendance structurelle indéfinie. Relier ces deux positions exige une troisième étape, l'épreuve des faits disponibles. Les données suggèrent que le choc est réel, mais aussi que la dépendance antérieure rendait toute transition brutalement coûteuse. Le débat ne se réduit donc pas à prudence contre audace. Il porte sur la qualité de l'accompagnement, rupture improvisée ou rupture gouvernée. La ligne de fracture véritable n'est pas entre rompre ou ne pas rompre, mais entre rompre sans filet ou rompre avec une architecture de remplacement. Un détail change tout. Ce qui semblait n'être qu'une crise d'approvisionnement révèle une bascule de pouvoir plus profonde. En quelques jours, la fermeture de la rivière Sahel déplace le centre de gravité, des contrats internationaux vers des décisions locales, souvent improvisées mais concrètes. Le changement ne vient ni d'un nouveau traité, ni d'un investissement massif. Il naît d'une réorganisation forcée des responsabilités rendues visibles par la pénurie. À ce stade, le geste associé à Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement défensif. Il devient un révélateur de capacités latentes. Les collectivités locales découvrent qu'elles peuvent arbitrer, coordonner et appliquer des règles, même sous contrainte. Les citoyens comprennent que l'accès à l'eau n'est plus garanti par un acteur lointain. Il dépend désormais de décisions prises à proximité, parfois au prix de tensions, mais aussi d'une discipline collective nouvelle. Cette prise de conscience modifie la nature du débat public. L'enjeu ne se limite plus à la souveraineté proclamée, il se déplace vers la gouvernance quotidienne. C'est le point médian. La crise n'est plus seulement subie, elle commence à être appropriée. Le pouvoir se fragmente, se redistribue et oblige chacun à apprendre vite. Les effets de la fermeture de la rivière Sahel ne se répartissent pas uniformément. Ils se traduisent par des conséquences distinctes selon la position de chacun dans le système. L'État, les entreprises, les citoyens et l'environnement régional. Cette diversité d'impact explique pourquoi le débat devient rapidement plus complexe qu'un simple affrontement entre souveraineté et stabilité. Pour l'État, la première conséquence est une pression de coordination. La baisse d'environ 30% de l'approvisionnement en eau complique la planification et impose des arbitrages quotidiens entre usages concurrents, dans un contexte où les instruments de prévision et de pilotage ne fonctionnent plus comme avant. L'administration centrale doit gérer l'urgence tout en répondant à une polarisation internationale accrue. La décision validée par Ibrahim Traoré renforce certes une légitimité symbolique auprès d'une partie de la population, mais cette légitimité devient conditionnelle. Elle dépend désormais de résultats concrets, visibles dans les quartiers et les villages. Si les interruptions persistent et que l'organisation se délite, le capital politique accumulé peut se transformer en vulnérabilité. Pour les entreprises, le choc est principalement logistique et financier. La hausse d'environ 20% du prix du carburant renchérit le transport, fragilise les marges et retarde certains investissements. Les secteurs dépendants de flux réguliers, transport, agroalimentaire, distribution sont les plus exposés car ils absorbent simultanément l'irrégularité de l'eau et l'augmentation des coûts énergétiques. La confiance devient un actif aussi critique que la matière première. L'incertitude pèse sur les décisions de stockage, les délais et le crédit. Pourtant, au milieu de ce resserrement, des opportunités apparaissent pour certains acteurs locaux. La maintenance d'infrastructures, les solutions de distribution de proximité et les services de gestion communautaire deviennent des marchés émergents. Le tissu économique se polarise alors. Certains subissent la rupture, d'autres se repositionnent dans l'espace ouvert par la transition. Pour les citoyens, l'impact est d'abord domestique, puis social. En zone urbaine, la rareté impose une réorganisation des usages, une gestion plus stricte des horaires et un recours accru aux solidarités de voisinage. Les comités de quartier réduisent le risque de conflits ouverts, mais ils déplacent aussi une part de la charge sur les habitants eux-mêmes. L'accès à l'eau devient une affaire de règles collectives, non une
une garantie administrative. En milieu rural, la situation est contrastée. La réactivation d'anciens canaux d'irrigation permet de préserver une partie des cultures dans certains périmètres, tandis que d'autres communautés restent vulnérables faute de dispositifs autonomes. La conséquence majeure n'est pas seulement la pénurie, c'est le transfert de responsabilités vécu au quotidien. Pour la région, la fermeture agit comme un signal géopolitique. Les pays voisins observent l'évolution avec prudence. La situation peut être perçue comme un risque de contagion d'instabilité, mais aussi comme un laboratoire de réappropriation. Si la transition se structure, elle peut inspirer d'autres initiatives. Si elle échoue, elle renforcera les arguments en faveur du statu quo. Ces 4 lectures convergent vers un constat unique. La fermeture crée des coûts immédiats, mais elle redistribue aussi le pouvoir et les responsabilités. La question n'est plus abstraite, elle devient mesurable, vécue et débattue à chaque étage de la société. À partir des dynamiques observées depuis le 10 octobre 2025, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prédisent pas l'avenir. Elles organisent les choix possibles et les risques associés. Le point commun est simple, la fermeture ne produit pas une seule crise, mais une série de tensions qui se déplacent entre technique, économie et diplomatie. Dans une première trajectoire possible, le pays stabilise sous contrainte. Le Burkina Faso parvient à limiter les effets les plus graves sans retrouver un confort immédiat. Les audits des stations hydrauliques progressent, les réparations ciblées réduisent les pertes et les mécanismes locaux de rationnement se normalisent. Les tensions diplomatiques persistent mais restent contenues, évitant une vague de sanctions généralisées. L'inflation demeure élevée sans devenir incontrôlable. Et l'activité économique reprend lentement par ajustements successifs. Cette option suppose une discipline budgétaire stricte et une coordination continue entre l'administration centrale et les collectivités. La souveraineté gagne en consistance, mais sous une forme fragile, car chaque incident technique pourrait relancer la nervosité des marchés. Dans une trajectoire plus optimiste, la réorganisation s'accélère et la coopération régionale s'installe. La crise agit comme un catalyseur. Les compétences locales se renforcent plus vite que prévu, grâce à une mobilisation technique et à des investissements ciblés. Des mécanismes de coopération émergent avec des partenaires régionaux, mutualisation des informations hydriques, partage de pratiques, dispositifs de concertation limités, mais efficaces. Des solutions adaptées, sobres et rapidement déployables. Canaux gravitaires, pompage solaire, maintenance locale, améliorent progressivement la continuité de service. L'économie retrouve un rythme plus soutenu et la gestion de l'eau devient un levier de crédibilité. Dans ce scénario, la décision associée à Ibrahim Traoré se transforme en preuve d'une capacité à corriger vite, plutôt qu'en symbole figé. Dans la trajectoire la plus défavorable, l'enlisement mène à un isolement progressif. Les infrastructures continuent de se dégrader et les dispositifs d'entraide s'essoufflent. La pression internationale s'intensifie, limitant l'accès à des financements et à des importations stratégiques. Les pénuries se prolongent, les prix s'installent durablement à un niveau élevé et la fatigue sociale apparaît. Les initiatives locales, faute de relais national robuste, atteignent leurs limites. La crise hydrique devient alors une crise de gouvernance plus large. Une recommandation de méthode s'impose, privilégier la flexibilité, investir dans des capacités adaptatives plutôt que dans des paris irréversibles permet de contenir les coûts et de garder des options ouvertes. Pour le public urbain, l'impact de la fermeture se traduit d'abord par une réorganisation du quotidien. L'eau cesse d'être un service discret. Elle devient une contrainte visible qui impose des horaires, des déplacements et des choix d'usage. Les coupures obligent à mutualiser, à stocker, à partager et parfois à négocier dans l'espace public. Cette pression peut renforcer la solidarité, mais elle fatigue aussi les ménages lorsque l'incertitude s'étire. La rareté ne crée pas seulement un manque, elle transforme le temps, car chaque file d'attente devient une perte de productivité et une source de stress. Pour les acteurs économiques locaux, la période est ambivalente. Les petites entreprises subissent la volatilité des coûts, l'irrégularité des flux et la hausse du carburant, ce qui fragilise les marges et freine l'emploi. Les modèles dépendants d'une logistique fluide deviennent soudain vulnérables, même lorsqu'ils ne consomment pas directement beaucoup d'eau.
Mais cette contrainte ouvre aussi un espace à des solutions de proximité. Maintenance, distribution alternative, services de gestion communautaire, innovation sobre. Certaines activités s'effondrent, d'autres émergent. La transition agit comme un filtre qui redessine les priorités économiques. Pour les communautés rurales, la conséquence est plus directe encore. La production agricole dépend d'une continuité minimale et chaque interruption se répercute sur la sécurité alimentaire. La réactivation de canaux anciens montre une capacité d'adaptation réelle, mais elle exige un effort collectif, du temps et une coordination stable. Là où cette coordination manque, le risque devient cumulatif, baisse de production, tension locale et fragilisation des revenus. Deux gestes simples peuvent aider le lecteur à ne pas subir la confusion, s'informer au-delà des slogans et soutenir les initiatives locales crédibles qui améliorent la gestion quotidienne. Ces actions modestes, cumulées, contribuent à transformer une contrainte collective en apprentissage durable. La transition ouverte après la fermeture de la rivière Sahel ne peut pas tenir sur l'intention politique seule. Elle exige une séquence d'actions lisibles, coordonnées et mesurables, capable de réduire les pénuries sans recréer une dépendance équivalente. À ce stade, l'enjeu n'est plus le symbole, c'est l'exécution. D'abord, il faut auditer et sécuriser le réseau. Dans les 6 prochains mois, un audit national complet doit identifier les points de rupture, les dépendances technologiques et les pertes critiques. L'objectif est double, savoir où l'eau se perd et où la décision se bloque. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, des équipes d'ingénieurs nationaux peuvent reprendre le contrôle opérationnel des stations clés avec un indicateur clair, réduire progressivement les interruptions non planifiées et stabiliser les volumes distribués. Ensuite, il faut reconstruire la capacité de prévoir. La crise a montré qu'un pays peut perdre autant en gouvernance qu'en eau lorsqu'il perd l'accès à des données et à des procédures. Il faut donc reconstituer rapidement un socle de compétences. Techniciens, gestionnaires de eau par action, gestionnaires de réseau, opérateurs de données hydriques et climatiques. Des programmes courts, orientés vers l'application pratique, peuvent être évalués simplement, la capacité à anticiper les pics de tension plutôt qu'à réagir après coup. Puis, il faut formaliser la coordination territoriale. Les comités citoyens apparus dans l'urgence doivent être intégrés à un cadre clair. Qui décide, à quel niveau, selon quelles règles et comment arbitrer entre usages. La réussite se mesure par la diminution des tensions locales liées au partage de l'eau et par la régularité des mécanismes de distribution. Enfin, une coopération régionale maîtrisée peut renforcer la résilience. Des mécanismes légers de concertation avec les voisins du Sahel peuvent mutualiser informations et bonnes pratiques sans instaurer une dépendance unilatérale. Le critère est simple, plus de résilience sans perte de contrôle. À Tanguine, les seaux alignés au petit matin sont devenus plus qu'un outil domestique. Ils rappellent les premiers jours de la fermeture, lorsque les habitants ont dû décider ensemble comment partager une ressource devenue rare sans attendre que la mécanique centrale se répare d'elle-même. Ce détail, presque silencieux, relie l'intime au politique. La souveraineté ne se lit pas seulement dans une annonce, mais dans la capacité d'un quartier à tenir sans se briser. Avec le recul, la décision portée par Ibrahim Traoré apparaît moins comme un coup isolé que comme un moment de vérité. Elle a forcé le pays à regarder ses dépendances sans détour, à mesurer ce que l'ordre ancien garantissait et ce qui l'empêchait. La baisse rapide de l'eau disponible, la tension sur les prix, la nervosité diplomatique, tout cela a produit de la douleur. Mais la séquence a aussi réveillé des compétences et des réflexes, des comités qui organisent, des canaux réhabilités, des arbitrages locaux qui inventent des règles sous pression. Ce rappel renvoie au personnage collectif apparu plus tôt, une société contrainte d'apprendre vite. L'émotion ne vient pas d'un discours, mais de la répétition de ces gestes ordinaires qui, mis bout à bout, redessinent une trajectoire nationale. Dans cette répétition, il y a une forme de dignité, celle d'un pays qui accepte d'affronter la complexité au lieu de la déléguer. Une souveraineté réelle commence toujours par un effort partagé. À ce stade,
L'histoire de la fermeture de la rivière Sahel ne se résume plus à une décision gouvernementale. Elle devient un miroir tendu à l'ensemble de la société, et même au-delà de ses frontières. Ce qui se joue n'est pas seulement la continuité d'un service vital, mais la manière dont un pays transforme une rupture en compétence durable. La trajectoire engagée sous Ibrahim Traoré ne demande ni adhésion aveugle, ni rejet automatique. Elle demande une attention critique, informée et capable de distinguer le symbole de l'exécution. Pour le lecteur, l'enjeu est aussi une discipline de regard. Il est facile de réduire cette séquence à une fable. Héroïsme ou imprudence, émancipation ou chaos. Mais la réalité, elle, s'écrit dans des compromis, des corrections, des essais et parfois des erreurs. Suivre cette histoire exige de refuser les récits simplistes, de valoriser les analyses rigoureuses et de reconnaître les initiatives locales qui stabilisent le quotidien là où les infrastructures vacillent. Au-delà du Burkina Faso, une question demeure. Sommes-nous prêts à observer un pays expérimenter, se tromper, ajuster et persister sans le transformer immédiatement en avertissement ou en modèle absolu? La réponse n'est pas théorique. Elle se construit dans la manière dont on dialogue, dont on critique et dont on comprend. La question reste ouverte. Quel type de souveraineté voulons-nous vraiment voir émerger ?